Cela se passe à Srebrenica. Et Patrick Deschmecker les ont accompagnés à Srebrenica. Si nous ne rétablissons pas l'enclave de Srebrenica, lors de la prise de la ville de Srebrenica. Srebrenica, ce nom depuis juillet 1995, doit vous être devenu familier. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Analepse, votre nouvelle émission d'histoire qui revient chaque mois sur un événement, une personnalité ou un contexte historique au travers de différentes œuvres artistiques et culturelles. Au programme de ce premier numéro, la ville de Srebrenica et plus exactement le massacre du même nom. Donc Srebrenica est une petite ville de l'est de la Bosnie-Herzégovine, une des anciennes républiques yougoslaves comme vous pouvez le voir sur cette carte de la région. Durant la guerre d'indépendance du pays, la ville devint une enclave bosniaque en territoire serbe, ce qui la fit connaître sur la scène internationale. De fait, en 1993, le Conseil de sécurité de l'ONU déclara Srebrenica ainsi que d'autres villes de Bosnie-Herzégovine comme zone de sécurité, ce qui interdit toute hostilité contre elles. Évidemment, pour faire respecter cette décision, des casques bleus furent envoyés dans ces différentes zones, dont Srebrenica. Mais sous la pression des forces bosno-serbes du général Ratko Mladic, ici au centre de l'image, les casques bleus néerlandais abandonnèrent la ville en juillet 1995. Près de 8000 hommes et adolescents bosniaques furent alors exécutés par les forces bosno-serbes, ce qui en fit le plus important massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous en parle également aujourd'hui car en juillet dernier, on a commémoré les 20 ans du massacre de Srebrenica et comme vous pouvez le voir sur ces images, le Premier ministre serbe a reçu un accueil musclé de la part des populations locales. On constate donc que le massacre de Srebrenica est encore un sujet particulièrement sensible dans les mémoires en Bosnie. Au programme de ce premier numéro, donc, deux œuvres qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux de cet événement. Tout d'abord, Warriors, l'impossible mission, un téléfilm britannique de Peter Kosminski, afin de comprendre le rôle des casques bleus dans le conflit. Puis, une bande dessinée de Joe Sacco, intitulée Gore HD, pour saisir la vie quotidienne d'une zone de sécurité. Mais avant ça, un peu de contexte. La Yougoslavie signifie le pays des Slaves du Sud. L'idée de rassembler ces populations au sein d'un même État nous vient d'intellectuels croates du 19e siècle. Pourtant, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que se forme le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, que l'on pourrait qualifier de première Yougoslavie. Avec la Seconde Guerre mondiale, les forces de l'Axe occupent et divisent le pays. De nombreuses atrocités, imprégnées de communautarisme, sont alors perpétrées par les différents belligérants. En plus des forces de l'Axe, les Oustachis, croates alliés aux nazis, massacrent de nombreuses personnes qui refusent de se convertir au catholicisme. Les Tchetniks, mouvement de résistance des Serbes royalistes, massacrent de nombreux non-serbes et communistes. L'ensemble des mouvements de résistance s'affrontent donc dans des combats d'une extrême violence, ce qui crée une guerre dans la guerre. Finalement, la Yougoslavie est libérée par le mouvement de résistance communiste et son leader, Josip Broz, dit le maréchal Tito. Avec l'abolition de la monarchie qui s'ensuit, le pays devient la République fédérative populaire de Yougoslavie. Durant son existence, on résumait la fédération de la manière suivante. Elle a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et évidemment un seul parti, le Parti communiste. De quoi s'y perdre donc? Évidemment, cet État communiste est dirigé de manière autoritaire par le maréchal Tito, qui prend malgré tout ses distances avec Staline et l'orthodoxie communiste dès 1948. Seulement, le 4 mai 1980, le maréchal Tito décède. La main de fer qui tenait les différentes communautés du pays disparaît. La liberté de la presse et des médias progresse, des intellectuels s'émancipent de l'idéologie communiste et des réformes sociales et politiques débutent. Les premières élections libres se tiennent au début des années 90 et vont finalement mener au pouvoir les partis nationalistes en Serbie, Croatie et Bosnie-Herzégovine. On assiste donc à la montée en puissance d'une volonté d'indépendance de la part des États fédérés yougoslaves. En juin 1991, la Slovénie est la première à déclarer son indépendance, ce qui mène à une guerre entre l'armée yougoslave et la défense territoriale slovène. Mais, du fait de son homogénéité ethnique, le territoire est abandonné au bout de 10 jours par le gouvernement fédéral yougoslave. Dans le même temps, les Croates préparent également leur indépendance. Mais opposés à ce projet, les Serbes de Croatie proclament l'indépendance de leur région et de violents affrontements éclatent dans le pays. Ces incidents armés se transforment petit à petit en guerre ouverte.
L'ONU crée alors la Force de protection des Nations Unies en février 1992 afin d'éviter les massacres et les déplacements de population en Croatie. Malheureusement, la situation se répète également en Bosnie. Le Parlement bosniaque proclame l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine, les minorités serbes créent leur propre parlement et leur région autonome, et de premiers affrontements éclatent en avril 1992. Suite au voyage de François Mitterrand en juin de la même année à Sarajevo, le mandat de la Force-Pronu est étendu à l'aéroport de la ville afin de le rouvrir, de le protéger, de le faire fonctionner, et ainsi assurer l'acheminement de l'aide humanitaire dans la ville et ses environs. Après la découverte de l'existence de camps serbes, l'ONU étend le mandat de la Force-Pronu à l'ensemble du territoire bosniaque. Bon, je crois que ça suffit pour le contexte, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre un minimum ce conflit. On va donc rentrer dans le vif du sujet en parlant de notre première œuvre, Warriors, l'impossible mission. Donc Warriors, l'impossible mission, ou Warriors dans son titre original, est un téléfilm britannique diffusé en 1999 et réalisé par Peter Kosminski, un cinéaste britannique mais également reporter de guerre spécialisé dans la réalisation de documentaires. Le téléfilm débute en Angleterre où l'on y découvre 5 jeunes militaires interprétés entre autres par Damian Lewis, Ioan Gruffudd et Matthew McFadden qui sont rappelés de permission pour aller servir en Bosnie-Herzégovine en tant que casque bleu en 1993. Après quelques adieux à leur famille, ils partent s'installer à Vitech dans la vallée de la Lajva, une région particulièrement touchée par le nettoyage ethnique. Évidemment, le film va aborder quelques thématiques classiques du genre telles que la méconnaissance du terrain, l'éloignement vis-à-vis des familles ou la mort d'un camarade au combat. Mais le téléfilm va surtout s'attarder sur ce qui est défini comme l'impossible mission de ces soldats. Très vite, le mandat de l'ONU leur est décrit. Notre mandat, on n'est ni d'un côté ni de l'autre. On ne déplace pas les réfugiés, on n'est pas là pour commencer le nettoyage ethnique ni pour redessiner la carte du territoire de la Bosnie. Nous avons un mandat de l'ONU, alors respectons strictement les termes de ce mandat. Le plus important, vous n'avez pas le droit de tirer. Sauf si votre vie est directement menacée. De fait, on assiste régulièrement à la stupidité du mandat onusien. Par exemple, cette séquence présente des civils menacés par des milices bosno-serbes. Les casques bleus arrivent sur place et souhaitent sauver les civils en les emmenant avec eux. Mais ce n'est pas de l'avis de leur commandant, qui leur fait remarquer que déplacer ces civils, c'est faire le jeu des Serbes en favorisant le nettoyage ethnique. Les casques bleus repartent donc bredouilles en laissant derrière eux les civils à leur funeste destin. Aussi, le thème principal de ce téléfilm est le traumatisme. Que ce soit durant le conflit où plusieurs scènes présentent les militaires en larmes, complètement abattus ou sous le choc, qu'après le conflit où la dernière demi-heure se concentre sur cette incapacité à raconter aux familles, au difficile retour à la vie quotidienne et à la dégradation des liens familiaux. Alors que ce soit bien clair, Warriors est une fiction, mais tout ici a valeur de documentaire. Les violences rencontrées par les soldats, les destructions, pillages, vols, meurtres, exécutions sont des éléments particulièrement importants de la guerre en Bosnie que Peter Kosminski a su particulièrement bien représenter. Que ce soit les uniformes ou les véhicules, dont le titre du film fait d'ailleurs référence au blindé des forces britanniques, le MCV-80 Warriors, c'est assez incroyable à quel point le cinéaste a réussi à retranscrire avec exactitude le conflit en Bosnie. Bref, Warriors, l'impossible mission est un excellent téléfilm que je ne peux que vous conseiller. Les acteurs sont poignants, la réalisation est exemplaire, et je suis persuadé que vous aurez du mal à cacher votre émotion une fois le téléfilm terminé. C'est une œuvre exceptionnelle qui, à défaut d'être très originale dans son approche, est criante de vérité et de sincérité sur les traumatismes de la guerre. Warriors peut paraître long pour certains, puisqu'il est proche des 3 heures, mais la force du récit ne vous fait absolument pas voir le temps passer. C'est sans aucun doute une des œuvres primordiales pour comprendre cette guerre, avec évidemment la bande dessinée de Joe Sacco, que je vais tout de suite vous présenter. Donc Gore HD est une bande dessinée de Joe Sacco, éditée par Fantagraphics aux États-Unis en août 2000 et en France par Rackham depuis 2001. Joe Sacco est un auteur originaire de Malte qui a beaucoup voyagé durant son enfance avant de s'installer aux États-Unis pour y entreprendre des études de journalisme. Au cours de celle-ci, il y découvre son penchant pour l'humour et la satire avant de finalement s'intéresser davantage au dessin. Il retourne alors sur son île natale et y commence sa carrière d'auteur en publiant la première bande dessinée en maltais de l'histoire du pays, La Classe. Il reprend les voyages à travers le monde et décide de les mettre en dessin au sein de différents comics autobiographiques, tels que Yahoo ou Palestine, qui sera son premier succès à la fois critique et commercial. Son voyage suivant le conduit à Sarajevo et évidemment à Gore HD, dont il tirera l'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui. Il recevra en 2001 le Eisner Award du meilleur roman graphique pour cette BD, et il s'ensuivra de nombreuses autres publications toutes très intéressantes, mais ce n'est malheureusement pas le sujet aujourd'hui.
Donc Goražde est une petite ville de la vallée de la Drina, en Bosnie orientale, où villes et villages étaient peuplés en majorité de musulmans avec une importante minorité de Serbes. La ville est une des enclaves bosniaques assiégées par l'armée de la République serbe de Bosnie, à l'image de Srebrenica, et devient donc, à partir de 1993, une des zones de sécurité protégées par l'ONU. La bande dessinée retrace les 3 séjours de Joe Sacco dans la ville, entre novembre 1995 et février 1996. L'auteur raconte alors une histoire de la ville avant, pendant et après le conflit, l'histoire de la vie sur place, de la société qui s'y développe et qui s'isole complètement du monde, de la vie qui reprend sa place après le cessez-le-feu, de la façon dont les gens s'en sortent grâce à la route bleue, c'est-à-dire aux camions humanitaires acheminés par les casques bleus, et enfin à l'état d'esprit des habitants de Goražde. On suit donc Joe Sacco dans sa démarche de journaliste, essayer de retranscrire au mieux ce que fut la vie d'une enclave de sécurité durant la guerre. Pour cela, il rencontre Edin, un jeune professeur originaire de Goražde et qui fait office de traducteur pour les journalistes internationaux. Petit à petit, les deux deviennent amis. Notre auteur est alors hébergé chez Edin et une vraie amitié naît entre les deux hommes. Cette proximité permet à Joe Sacco de recueillir des témoignages très personnels et poignants de la part de la population de Goražde. L'auteur aborde également certaines thématiques rarement explorées, telles que l'éducation durant la guerre. Avec quel professeur, selon quel programme, comment enseigner et quel sens donner à cette éducation? Autant de questions qui trouvent parfaitement leur place dans cette bande dessinée. Cette œuvre est également un magnifique objet d'histoire, puisqu'elle ne se veut pas intemporelle, mais au contraire bien ancrée dans ce moment précis de l'après-guerre. On y découvre donc les sentiments de la population locale, mais également de celle de Sarajevo et des Occidentaux, journalistes et militaires, présents sur place. Goražde se présente comme un documentaire, et à juste titre. Il n'y a pas de récit au sens classique du terme, avec une intrigue et de rebondissements. Mais l'intérêt de l'ouvrage est justement dans la méthode adoptée par Joe Sacco. La stratégie narrative assez unique entremêle anecdotes, rappels historiques et politiques, témoignages des locaux et réflexions de l'auteur. Bref, vous l'aurez compris, Goražde est une excellente bande dessinée. Personnellement, c'est grâce à elle que je me suis intéressé au conflit bosniaque. Sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre des belligérants, Joe Sacco replace le conflit dans son contexte historique de la Yougoslavie, tout en soulevant les enjeux particuliers des populations des zones de sécurité. Toujours en quête de la vérité, de la précision historique et scientifique, comme le démontre son trait acéré, Joe Sacco réussit parfaitement son pari de faire d'un travail journalistique une véritable œuvre d'art. Donc Goražde est un immanquable pour Joe Sacco, mais également pour la Bosnie et pour le roman graphique en général, donc allez lire cette œuvre de toute urgence. En conclusion, j'aimerais revenir quelque peu sur Srebrenica. Ce massacre a été un véritable traumatisme, aussi bien pour la Bosnie que pour l'Europe ou les Nations Unies, puisqu'il est devenu le symbole de leur échec à instaurer la paix. On a beaucoup reproché aux casques bleus d'avoir laissé faire les violences sur le terrain, et plus particulièrement aux Néerlandais de Srebrenica d'avoir abandonné les populations locales. Certains d'entre eux ont depuis témoigné de cet événement, et ce qui ressort le plus de leur discours, c'est leur sentiment d'impuissance au moment des faits et leur traumatisme aujourd'hui. Je pense donc très sincèrement que les casques bleus ne sont pas à blâmer. Entre autres, grâce au téléfilm Warriors, on comprend parfaitement la réelle difficulté que ces soldats ont rencontrée en Bosnie, et plus particulièrement la stupidité de leur mandat. Puisque dès lors où l'on ne peut pas ouvrir le feu, on se place inévitablement du côté de l'agresseur, quel qu'il soit.